Et voici la vidéo règle d'Amun-Re, un jeu de placement d'enchères et de majorité pour 3 à 5 joueurs. À partir de 12 ans, c'est un jeu de Reiner Knizia, édité dans cette version par Super Meeple. Au niveau du matériel, on commence par un grand plateau de jeu qui représente l'Égypte pharaonique. Effectivement, il y a le Nil qui se trouve au milieu avec son embouchure qui se trouve ici. Et puis nous avons différentes zones qui vont correspondre aux zones dans lesquelles les joueurs vont pouvoir construire des pyramides. Alors effectivement, nous allons ensuite trouver tout un ensemble de pierres, de pyramides simples et de pyramides doubles, comme ceci, alors qui sont très bien faites, en espèce de résine, c'est assez lourd, on dirait vraiment de la pierre, et on va disposer en fait toutes ces pyramides et tous ces blocs de pierre sur le chantier qui se trouve dessiné sur le plateau de jeu. Nous allons ensuite trouver des petits pions à la couleur de chaque joueur. Chacun va recevoir 3 pions scribes ainsi qu'un cube pour marquer le score. Chacun pourra placer ce cube à côté de la case 1 du circuit qui fait le tour du plateau de jeu. Et ensuite, nous allons récupérer ces tuiles-là qui sont des tuiles d'offrande. Alors elles ont des chiffres allant de 2 jusqu'à 23. On va disposer ces 4 tuiles face visible à côté du plateau de jeu, non loin de l'embouchure du Nil. Nous avons ensuite des pions paysans qui vont être disposés à côté de l'embouchure aussi. Ensuite, nous allons trouver un gros paquet de cartes avec un dos Amun-Re. Alors attention, il va falloir faire un petit peu de tri. Tout d'abord, nous avons des cartes représentant de l'or, comme ça, allant de 1 jusqu'à 20. On va disposer ces cartes face visible en tas à côté du plateau de jeu. Elles vont constituer la banque. Ceci étant fait, chacun va recevoir un capital de 20 pièces d'or pour démarrer. Donc par exemple, une carte de 1, 2 cartes de 2, une carte de 5 et une carte de 10. On va pouvoir donc les prendre en main sans montrer aux autres joueurs ce qu'on a. Pour l'instant, on a 20, mais ça va changer au fur et à mesure de la partie. Vous pourrez faire de la monnaie avec la banque à tout moment pendant le jeu. Dans les autres cartes avec le dos Amun-Re, nous avons aussi des cartes avec dessiné -3. Chaque joueur va recevoir une de ces cartes-là en début de partie. Il va donc pouvoir la mettre avec ses autres cartes. Les cartes -3 restantes ne seront pas utilisées si vous jouez à moins de 5, et elles seront donc remises dans la boîte. Donc si on joue à 3, chacun en reçoit une, et puis les deux autres sont remises dans la boîte. Ensuite, vous avez aussi des cartes spéciales comme ceci qui sont en violet, avec deux pierres et une pyramide. Vous allez aussi distribuer une de ces cartes à chaque joueur autour de la table. Là, par contre, les cartes restantes de ce type vont rester avec les autres cartes, car effectivement, après, il y en a plein de différentes, et des couleurs différentes. Vous allez ensuite mélanger ce paquet de cartes ainsi obtenu, et vous allez le disposer sur le plateau de jeu à l'endroit prévu à cet effet. Ensuite, vous avez un autre paquet qui, lui, présente une pyramide au dos. Vous allez bien mélanger ce paquet de cartes et vous allez le disposer sur le plateau de jeu après avoir éventuellement retiré des cartes en fonction du nombre de joueurs. Effectivement, si vous jouez au maximum, c'est-à-dire à 5 joueurs autour de la table, on utilisera l'intégralité des territoires. Par contre, si vous jouez seulement à 3 ou à 4 joueurs, vous allez retirer 3 cartes par personne qui ne joue pas. Donc si jamais on joue seulement à 4, on retirera 3 cartes qu'on remettra face cachée dans la boîte sans les consulter, on ne saura pas à quoi ils vont correspondre. Et si vous jouez seulement à 3 joueurs, à ce moment-là, vous retirez 6 cartes que vous remettrez aussi à l'intérieur de la boîte. Et on n'utilisera que celles-ci qui seront disposées à cet emplacement. Enfin, il ne doit vous rester plus que ce marqueur de premier joueur que vous allez attribuer au hasard au joueur de votre choix. Par exemple, hop, on le balance sur la table, hop, il indique plutôt ce joueur-là, c'est lui qui commence. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes évidemment dans l'Antiquité égyptienne, nous allons acquérir des terres pour y faire construire les plus beaux tombeaux, les plus belles pyramides. Nous allons aussi gérer des paysans qui vont faire pousser du blé sur les bords du fleuve. Il faudra faire attention car il faudra aussi faire des offrandes à Amun-Re, qui est évidemment le dieu soleil, et c'est lui qui va peut-être rendre nos champs plus ou moins fertiles en fonction des offrandes que nous lui ferons. Le jeu va se dérouler sur 2 périodes. Nous allons jouer sur l'ancien royaume pour une première partie, et enfin, une fois qu'on aura terminé le premier royaume, nous allons jouer sur
sur le nouveau royaume, c'est-à-dire que tout disparaîtra sauf les pyramides et que nous allons réacquérir les terrains sur lesquels des pyramides ont été construites lors de l'ancien royaume. Nous allons donc commencer par le premier royaume, et dans celui-ci, nous allons faire 3 grandes périodes, c'est-à-dire 3 grands tours de jeu. Et dans chacun de ces tours de jeu, nous aurons 4 phases successives à effectuer. Une phase de mise aux enchères de province, une phase d'achat et de construction, une phase d'offrande à Amun-Re et une phase de récolte et de revenus. Ceci étant fait, nous recommencerons ceci 3 fois donc. Une fois que ce sera terminé, on passera au deuxième royaume qui se déroulera exactement de la même manière. On commence donc par le premier tour du premier royaume. Pour celui-ci, nous allons tout simplement tirer des cartes correspondant aux provinces en fonction du nombre de joueurs. Donc là, pour l'exemple, je vais vous montrer une partie à 4 joueurs, mais vous pouvez jouer à 5. Donc dans une partie à 4, on a vu qu'on a retiré 3 cartes et qu'il y aura donc 3 zones, mais on ne sait pas lesquelles, qui ne joueront pas en fait pendant toute la durée de la partie. On est donc 4, on va donc tirer 4 cartes sur le dessus du paquet de cartes province. On va pouvoir les révéler et les placer face visible, ces cartes, sur les endroits correspondants. Donc là, par exemple, à Amarna, nous avons Buto qui se trouve ici. Nous avons Thèbes qui est là. Et nous avons Damanhur qui va se trouver ici. Ceci étant fait, nous commençons par notre premier joueur, et celui-ci va prendre un pion scribe qui va pouvoir placer sur le terrain qui l'intéresse. Effectivement, lors de la phase d'enchère, chaque joueur se retrouvera à la fin de cette phase avec un de ces 4 terrains, là, comme on joue à 4, qui a été mis en vente. On va donc placer son scribe sur la case de son choix, sur le terrain de son choix, par rapport à la valeur que l'on souhaite payer pour pouvoir acquérir ce terrain. Alors, nous avons vu qu'en début de partie, chacun a reçu 20 or pour débuter. Donc attention, il sera toujours, pendant toute la durée de la partie, interdit de faire une enchère qui dépasse l'or que l'on a en main. Même si notre or est caché, on n'a pas le droit de bluffer et de se placer sur un endroit qu'on ne pourra pas payer plus tard. Donc là, imaginons que notre premier joueur se dise « Bon, ben là, moi, la province d'Amarna m'intéresse, et bien, je vais mettre une enchère, par exemple, en disant « Bon, allez, moi, je vais mettre 3 pour l'acheter. » On passe alors au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Celui-ci va aussi prendre un de ses scribes et le placer sur la case de son choix. Donc soit il va débuter une nouvelle enchère sur une autre carte de son choix que l'on a placée, soit il va surmonter l'enchère de celui qui s'est placé en premier en disant ben moi par exemple je vais payer 6, ou je peux carrément passer à 10 si je veux. Je place mon pion où je veux, mais je ne peux pas le mettre en dessous d'une enchère proposée par un autre joueur. Donc là, imaginons qu'il n'a pas très envie de se battre, il se dit, bon allez, moi je vais plutôt me mettre à Thèbes, ça me paraît pas mal, et je vais aussi payer 3 pour pouvoir acheter cette province. On passe donc au tour du joueur suivant, le joueur rouge, qui lui aussi va sélectionner un endroit, et par exemple, il pourrait dire, bah moi je vais pas te laisser à Amarna, ça m'intéresse, donc je vais payer 6 pour avoir le droit de prendre Amarna à ta place. On continue le tour, c'est donc au tour du joueur blanc de faire une enchère. Lui, il n'a pas très envie de payer trop cher, il se dit « Tiens, bah, cette province m'intéresse pas mal, donc moi je vais me mettre juste sur 1 à cet endroit-là. » Et on repasse à notre premier joueur, comme on est à 4. Comme celui-ci s'est fait doubler par un autre joueur, eh bien à ce moment-là, il va reprendre son pion et il va devoir le remettre à un autre endroit. Effectivement, on n'a pas le droit de surenchérir sur la même province immédiatement. Il va donc devoir le prendre et le placer sur une autre des provinces. Donc, à lui de voir, par exemple ici, s'il désire prendre la dernière province disponible, et à ce moment-là, il peut la mettre sur 0. S'il fait ceci, comme tout le monde a choisi une carte différente, eh bien, cette phase d'enchère sera terminée. Sinon, il peut se placer sur la case de son choix, et par exemple, il pourrait se dire, bon ben moi, tiens, je vais surenchérir sur Thèbes et je me place ici. Du coup, on poursuit le tour, là, c'est le joueur, ceux qui sont déjà placés sur des endroits n'ont pas besoin de rejouer, par contre, là, le joueur vert, eh bien, c'est à nouveau à lui de choisir une nouvelle province, donc soit il pourrait, par exemple, se remettre ici
Pour faire monter encore les enchères, hop, le joueur blanc décide, voilà, il se dit 10-10, c'est un peu cher, je n'ai pas le droit de remonter sur Damanhur, donc je vais me mettre à Bhouto, et moi, je vais payer 0 pour cette province. Une fois donc que tout le monde est ainsi sur une province différente, eh bien à tour de rôle en commençant par le premier joueur, nous allons régler nos dettes. Donc le joueur noir, il a décidé de payer 6, il va donc payer 6 en carte or à la banque, donc par exemple il pourrait donner 10 et puis qu'on le rembourse de 4, et puis on enlève la carte correspondant à la province qu'on va pouvoir disposer face visible à côté du plateau de jeu, on les remélange pas avec les autres, et puis chacun paye ainsi ce qu'il doit par rapport à l'enchère qu'il a faite. Alors, ces achats terminés, nous allons immédiatement recevoir aussi éventuellement des bonus. Les bonus sont représentés dans ces cases marron sur certaines provinces du plateau de jeu. S'il n'y a pas de cartouche marron autour, ça ne correspond pas à ce bonus. Pour ce bonus, donc chacun des joueurs va recevoir ce qui est indiqué dedans. Ça peut être des cartes faveurs qui correspondent aux cartes que l'on a mélangées et placées ici. Ça peut être des pierres que l'on va prendre de la réserve et placer sur la province en question. Et ça peut même être de l'or avec cette case qui nous permet de recevoir 12 or de la banque plus une carte. Mais là, c'est celles-ci qui ont été mises aux enchères. Nous avons donc seulement le joueur noir, comme c'est le premier joueur, il se sert en premier et il reçoit 2 cartes faveurs qu'il va pouvoir mettre sur son paquet de cartes faveurs et qu'il va pouvoir évidemment consulter. Et le joueur blanc qui reçoit lui aussi une carte faveur. Les autres ne reçoivent rien car il n'y a pas de cartouche marron sur leur case. Ceci étant fait, nous passons alors à la phase 2 qui est la phase d'achat et de construction. Alors c'est très simple, en commençant par le premier joueur, toujours, dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur va pouvoir réaliser tous les achats qu'il souhaite. On va pouvoir commencer, c'est indiqué sur le plateau, par acheter des cartes de faveur, selon cette échelle. C'est-à-dire que si je veux acheter par exemple 4 cartes de faveur, eh bien ça me coûtera 10. Une fois que j'aurai fini mes achats de cartes, je passe immédiatement à la phase d'achat de paysans. Une fois que j'aurai fini la phase d'achat de paysans, je peux immédiatement acheter des blocs de pierre ou des pyramides, toujours pareil en utilisant la même échelle. Alors, par exemple, commençons par notre premier joueur, le joueur noir. Celui-ci, il lui reste 14, car effectivement, il faudra avoir gardé de l'argent par rapport aux enchères qu'on a fait pour acquérir les terrains, pour pouvoir faire cette phase de construction et d'achat correctement. Il commence donc par l'achat de cartes faveur. Est-ce qu'il souhaite en acheter? Attention, sur les cases que l'on a acquises, il y a des symboles de cartes faveur qui sont dessinés comme ceci. Eh bien, ces symboles vont indiquer le nombre maximum de cartes faveur qu'un joueur pourra acquérir. Donc, lors de ce premier tour, eh bien là, notre joueur noir a Thèbes, et sur Thèbes, il y a 2 cartes faveur, donc au maximum, il ne pourra en acheter que 2. Alors ça ne correspond pas au bonus qu'il a reçu. Il a déjà reçu 2, mais ça c'est hors phase d'achat. Là, pour la phase d'achat, par contre, il est limité, s'il souhaite en acheter, à 2 cartes. Alors imaginons qu'il décide d'en acheter seulement une, il regarde le petit diagramme, pour une ça coûte que 1, il paye donc 1 à la banque, et il reçoit une carte, mais il aurait pu décider d'en acheter 2. Alors les cartes faveur, à quoi vont-elles servir? Eh bien sur ces cartes, il va y avoir des bonus qui vont permettre de gagner en fait certaines capacités spéciales lors de certaines phases du jeu. Nous y reviendrons un peu plus tard. Mais il y a aussi des cartes qui vont permettre de donner des objectifs particuliers pour marquer plus de points de prestige en fin de manche. Nous verrons ça aussi un peu plus tard. Ensuite, il se décide immédiatement s'il souhaite acquérir des paysans. Les paysans seront placés forcément sur les cases nous appartenant, les cases vertes qui représentent les terrains fertiles. Donc là, notre joueur noir peut en acheter que 4 au maximum, car dès qu'on va acquérir des paysans, il faudra immédiatement les placer dans un champ valide. Si on n'en a pas sur nos provinces, eh bien on ne peut carrément pas en acheter, on n'a pas le droit d'avoir de paysans en réserve. Donc là, notre joueur pourrait dire, bon ben moi je vais commencer en achetant 3 paysans. Je regarde le prix, 3 paysans ça coûte 6, je paye donc 6 à la banque. Hop, évidemment, je fais de la monnaie si j'ai besoin. Et je vais récupérer immédiatement les paysans achetés que je place sur ma province si j'ai de la place pour les contenir. Là, c'est le cas.
Enfin, je décide si je veux acheter des pierres pour commencer à construire des pyramides. Alors, les pyramides, pour pouvoir les construire, il faudra 3 pierres. Effectivement, si vous achetez pour une somme de 3 pierres, eh bien immédiatement vous prendrez une pyramide. Si jamais vous dépassez en fait et que vous arrivez à obtenir jusqu'à 6 pierres, à ce moment-là vous prendrez une pyramide double. Effectivement, ça représente juste de la monnaie, ça représente 2 pyramides. Et non pas une grosse et une petite, il n'y a pas de différence. Donc si jamais vous avez 2 pyramides de construites, vous pourrez les remplacer en fait par ces pions-là à tout moment dans le jeu. Imaginons qu'il ait envie donc de construire une pyramide, ça lui coûtera donc 3 pierres. 3 pierres, on regarde le prix, ça coûte 6 aussi. Il va donc dépenser 6 s'il les a évidemment pour se construire sa première pyramide sur son lieu. Il a donc terminé sa phase d'achat et on passe au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Alors, attention, cette phase d'achat correspond à une phase violette, et sur cette phase violette, eh bien, les joueurs auront le droit, lors de cette phase, de jouer des cartes violettes s'ils ont reçu des bonus correspondants. Nous avons vu qu'en début de partie, chacun a reçu une carte comme celle-ci. Cette carte peut être utilisée lors d'une phase d'achat pour construire une pyramide avec seulement 2 pierres au lieu de 3. Ici, notre joueur aurait donc pu payer seulement 2 pyramides, c'est-à-dire pour une somme de 3, pour pouvoir ensuite défausser cette carte dans une pile de défausse qu'on placera à côté du plateau de jeu, et dire, eh bien, je construis ma pyramide, celle-ci, avec seulement 2 pierres au lieu de 3. Petit bonus. Et comme tout le monde a cette carte, eh bien, tout le monde peut le faire à n'importe quel moment du jeu. Donc là, imaginons qu'il le fasse, hop, il se fait donc rembourser de 3 pour avoir construit cette première pyramide. Ensuite, il y a aussi cette carte-là qui va permettre de recevoir un personnage supplémentaire, un paysan supplémentaire. Lors de la phase d'achat, je peux aussi jouer une telle carte pour recevoir un paysan que je vais ajouter sur mon terrain. Mais attention, en plus de ça, au lieu que ce paysan occupe une case, eh bien je vais le placer à côté sur un nouveau champ qui va se rajouter à ceux qui sont présents sur ma case. Et donc là, voilà, ça donne un petit bonus en jouant cette carte de la même façon et en la défaussant. Alors, petite précision, à chaque tour, lorsque vous utiliserez ainsi des cartes spéciales, vous n'avez pas le droit de jouer 2 cartes identiques. Donc si j'avais eu 2 cartes construction de pyramide, pour seulement 2, je n'aurais pas pu utiliser les 2 lors du même tour. De la même façon, pour les paysans en plus, ça marche de la même manière. Les joueurs suivants font la même chose, donc là le joueur vert pourrait décider d'acheter une carte car il est limité à une seule carte d'achat, ensuite il peut acheter des paysans, il décide d'en acheter 2 car il n'a que 2 endroits, il n'a pas de carte spéciale à jouer à ce moment-là, et par contre il veut décider de construire en fait des pyramides, il peut utiliser ce bonus pour avoir le droit de construire lui aussi une pyramide avec seulement 2, et puis avec 10 par rapport au prix, il peut acheter 4 pierres. Avec ces 4 pierres, les 2 premières lui permettent de créer gratuitement une pyramide, enfin gratuitement, elles ont coûté 2 pierres au lieu de 3, et du coup il lui reste 2 pierres supplémentaires qui vont s'ajouter dans la province. Plus tard dans le jeu, s'il rachète une 3e pierre, eh bien ça constituera une 2e pyramide, et on pourra remplacer les 2 pyramides par une pyramide double si on le souhaite. Lorsque tout le monde a terminé donc de faire ses achats, eh bien on passe à la phase suivante qui est la phase d'offrande à Amun-Re. Plus l'offrande sera importante et plus les terrains vont être fertiles et donc les paysans vont rapporter de l'argent. Pour ceci, pour cette offrande, chaque joueur va pouvoir sélectionner de l'argent dans sa main. Alors, 2 possibilités. Soit vous allez mettre une ou plusieurs cartes or que vous allez placer face cachée sur la table, en attendant que tout le monde ait fait la même chose. Soit, comme offrande, vous pouvez utiliser la carte spéciale -3 qui vous a été attribuée à chacun en début de partie. Et à ce moment-là, eh bien, vous ferez baisser de 3 la valeur totale de l'or qui a été placé par tout le monde. Mais attention, vous ne pouvez pas mélanger le -3 avec des sous. Il faut choisir soit la -3 toute seule, soit des sous.
À ce moment-là, vous pouvez, si vous avez pioché cette carte spéciale plus ou moins 3, vous pouvez l'ajouter soit à vos sous, si vous jouez des sous, soit à votre carte, moins 3, c'est possible aussi. Vous pouvez évidemment aussi, si vous l'avez, la garder pour un tour ultérieur. Alors, cette enchère est simultanée entre les joueurs, c'est-à-dire que tout le monde met les cartes qu'il veut et met sa main dessus pour ne pas que les autres voient combien exactement de cartes chacun a joué. Lorsque tout le monde a mis sa main sur la table avec son enchère cachée dedans, eh bien on peut faire 1, 2, 3 et tout le monde révèle les cartes et tout le monde va montrer combien est-ce qu'il a décidé de payer pour faire l'offrande à Amun-Re pour ce tour. On va alors pouvoir faire le total de tout ça. Ceci nous fait, par exemple ici, en comptant tous les ors, un total de 7. Mais un joueur a joué un moins 3, on applique donc ce moins 3, et donc ça nous fait plus qu'un total de 4. À ce moment-là, si un ou plusieurs joueurs ont joué une carte spéciale ajustement de l'offrande, s'il y en a plusieurs, ce sera dans le sens des aiguilles d'une montre que chacun va devoir annoncer s'il désire faire monter ou descendre l'enchère. Alors, la valeur totale de cette enchère va déterminer quelle tuile on va sélectionner pour la placer sur le temple d'Amun-Re. On voit que sur ces petites tuiles, le Nil est plus ou moins haut en fonction de l'enchère. Effectivement, si le total fait 2 ou moins, on prendra cette tuile-là. Entre 3 et 12 ici, entre 13 et 22 celle-ci, et si elle fait 23 ou plus, on prendra la dernière tuile. Dessus, il y a aussi des chameaux qui sont dessinés sur les 2 premières tuiles. Ça va indiquer que le niveau du Nil sera trop bas et que donc ce sera des caravanes de chameaux qui vont approvisionner certaines provinces qui peuvent les recevoir. Sur les 2 suivantes, il n'y a pas ces chameaux de représentés. Enfin, il y a un petit or de représenté qui va indiquer combien chaque paysan va rapporter à ses possesseurs en fonction de la tuile qui est sélectionnée. Ici, nous avons vu dans l'exemple que nos joueurs ont misé pour un total de 4 pour le moment, et le joueur qui a joué le plus 3 ou moins 3 peut alors décider d'augmenter cette valeur de 3 ou de la faire réduire de 3. Donc là, pour le moment, là, il va être obligé de changer, mais pour l'instant, on est sur cette tuile-là, puisqu'on a une valeur de 4. Donc chaque paysan produira pour 2 ors. Mais comme il peut faire moins 3 s'il le souhaite, eh bien, on peut se retrouver avec cette tuile-là. Donc c'est ce joueur qui a joué cette tuile, cette carte spéciale, qui va décider est-ce qu'on prend ce temple-là ou ce temple-là. Bon, lui, comme il a pas mal de paysans quand même sur le jeu, et que c'est le début du jeu, il préfère quand même augmenter de 3, donc 4 plus 3, ça fait 7, et donc il prend cette tuile qu'on place ici. Mais attention, en plus de ça, il va y avoir des primes, donc ne récupérez pas toutes les cartes, laissez-les pour le moment bien devant chaque joueur. Effectivement, le joueur qui a payé le plus en offrande à Amun-Re va avoir le droit à un bonus de 3. Le deuxième joueur à avoir payé le plus a une faveur de 2, et le dernier une faveur de 1. Donc là, par exemple, nous avons une égalité. En cas d'égalité entre 2 joueurs, eh bien à ce moment-là, c'est celui qui se trouve à gauche du premier joueur qui sera celui qui se sert en premier. Donc là, comme notre premier joueur, c'est lui qui a joué 3 et qu'il est à égalité, ce n'est pas lui qui remporte l'enchère, mais le joueur qui se trouve à sa gauche, c'est donc celui-ci qui va recevoir ce bonus de 3. Alors ce bonus de 3, eh bien, ça veut dire qu'il va pouvoir prendre 3 éléments de son choix, qu'il peut panacher entre des cartes spéciales, des paysans ou des pierres. Par exemple, ici, notre joueur vert, eh bien, il regarde, déjà il ne peut pas prendre de paysans car il n'a pas de place pour les recevoir. Donc il décide par exemple de recevoir une pierre, ça lui fait donc 3 pierres qu'il peut immédiatement transformer en pyramide. Comme c'est 2 pyramides, eh bien, il peut même prendre un jeton double pyramide. Et ensuite, il lui reste 2 à utiliser. Eh bien, comme il ne peut pas prendre de paysans, et puis qu'il n'a pas envie de rajouter des pierres en plus, alors on n'est pas limité au nombre de pierres. Il aurait pu continuer à prendre pour construire plus de pyramides, mais il préfère à la place prendre 2 cartes spéciales sur le dessus, qui ne sont pas limitées par ce qui est indiqué sur la case, car c'est un bonus particulier pour avoir payé le plus en offrande à Amun-Re.
Ensuite, on passe donc au deuxième joueur, c'est-à-dire comme il y avait une égalité ici, le premier. Notre joueur noir avait aussi donné 3. Eh bien lui, il va recevoir 2 bonus. En premier bonus, il pourrait choisir de prendre un paysan car il lui reste une place libre. Et pour le deuxième bonus, il choisit soit de prendre une pierre, soit de prendre une carte. Là, il décide de prendre une pierre pour commencer à construire une deuxième pyramide. Ensuite, on passe au troisième. Le troisième, ce qui a payé le plus, c'est donc ce joueur-là, puisque celui-ci a joué -3. Et donc, lui peut recevoir un bonus de la même façon. Comme c'est le joueur blanc, il regarde, pas de paysan. Eh bien, il décide, lui, de prendre une carte au lieu de prendre une pierre, qu'il ajoute donc à sa réserve. Ceci étant fait, s'il y a des cartes plus ou -3 qui ont été jouées, elles vont être défaussées. Et par contre, les cartes -3 que les joueurs ont chacun en main en début de partie ne sont jamais défaussées. Le joueur qui l'a joué, à ce moment-là, va la récupérer, et en plus, il va prendre 3 dans la réserve. Donc si jamais les joueurs ont joué plus que 3, ben, il peut prendre en fait les 3 d'un autre joueur, c'est pas grave, mais par contre, si jamais il n'y a pas assez, il prendra ces 3 à la banque, il ne sera pas spolié. Donc il les rajoute en fait à sa réserve, et il récupère son -3 qu'il pourra rejouer plus tard. Les autres pièces qui ont été données sont évidemment replacées à la banque. Attention, j'ai oublié de préciser que celui qui a fait la plus grosse offrande va aussi devenir immédiatement le nouveau premier joueur. Mais contrairement au bonus, si le premier joueur est en égalité avec un autre, eh bien c'est lui qui le reste. Donc là, notre joueur noir reste premier joueur, parce qu'il était à égalité d'offrande avec un autre joueur. Si par contre 2 autres avaient été à égalité, eh bien c'était dans le sens des aiguilles d'une montre qu'on aurait attribué à partir du premier joueur le nouveau premier joueur. Alors, cette phase d'offrande étant terminée, on passe à la 4e phase, qui est celle des récoltes et des revenus. Alors là, chaque joueur va pouvoir enfin recevoir un peu d'argent de la banque, en fonction justement de la tuile qui a été sélectionnée, et du nombre de paysans qu'il a. Donc là, par exemple, le joueur rouge, il a 4 paysans, et bien 4 fois 2, 8, il reçoit 8 de la banque. Lui, il en a 5, grâce à celui qu'il avait pu rajouter ici, il reçoit 10 de la banque, etc. Chaque joueur reçoit ses revenus. Alors, attention, lors de cette phase de revenus, certains joueurs pourront parfois bénéficier des mines d'or. Effectivement, sur certaines provinces, comme ces deux-là, il y a de l'or de représenté, et bien cet or va être ajouté au total des paysans que les joueurs auront dessus. Donc là, si j'ai récupéré cette province, ça veut dire qu'à chaque fin de tour, à chaque phase de revenus, je recevrai 4 de la banque, en plus des éventuels paysans que j'ai placés et de la valeur de la tuile offrande que l'on a placée. Attention, sur certaines autres provinces, il y a une caravane symbolisée par un chameau qui est dessiné. Eh bien, ces provinces recevront l'or qui est indiqué uniquement s'il y a un chameau de représenté sur la tuile offrande que l'on a sélectionnée pour le tour. En gros, si l'enchère était à 12 ou moins, eh bien il y a un chameau de représenté, et ces provinces rapportent donc l'or qui est indiqué dessus. Par contre, si jamais on a placé une de ces 2 tuiles où il n'y a pas de chameau de représenté, ces provinces ne rapportent pas du tout d'or en plus. Alors attention, il y a des cartes spéciales qui sont aussi jouables lors de cette phase de récolte. Donc si vous avez récupéré une de ces 2 cartes, vous pouvez décider de l'utiliser à ce moment-là du jeu. Cette carte-là, vous le comprenez, permet de recevoir 8 or de la banque. Mais attention, vous ne pouvez l'utiliser qu'à la place de la ressource que normalement produit une province. Donc là, imaginons que le joueur vert soit ici. Normalement, grâce à la tuile qu'on a tirée, il devrait recevoir 4 or de la banque. Et bien, à la place, il peut dire, ben moi je joue cette carte-ci pour cet endroit-là du plateau de jeu, et à ce moment-là, je reçois 8 or de la banque, à la place de recevoir les 4. La deuxième carte spéciale verte est celle-ci, qui permet de recevoir un or supplémentaire par paysan. Mais attention, elle ne fonctionne que sur une seule de nos provinces.
Ici, comme c'est le début du jeu, on n'a qu'une seule province, donc ça ne pose pas de problème, mais plus tard, on aura plusieurs provinces qui produiront toutes des ressources à ce moment-là, enfin à cette phase du jeu. Eh bien, je ne pourrai la jouer que sur une seule de mes provinces, et dire, par exemple, si je la joue sur Thèbes, comme j'ai 5 paysans, eh bien ça va me rajouter 5 pièces d'or en plus de ce que mes paysans rapportent, ce qui est intéressant. Alors attention, pour toutes les cartes spéciales que l'on joue, j'ai fait une petite erreur en vous disant qu'on les défausse à l'extérieur du plateau de jeu. C'est pas tout à fait le cas, vous allez placer en fait ces cartes à chaque fois que vous les jouez, face visible devant vous, et puis comme ceci vous allez les accumuler, quelle que soit la couleur de ces cartes bonus. Car effectivement ça va avoir une importance pour un des objectifs du jeu que nous verrons tout à l'heure. Alors, une fois cette phase de ressources effectuée, eh bien, on a terminé le tour et on peut réentamer le deuxième tour. Chaque manche va se dérouler en 3 tours de jeu comme ceci. Donc on recommence, on tire à nouveau autant de cartes qu'il y a de joueurs pour les placer sur les terrains correspondants. Alors, ceci étant fait, chacun prend son deuxième pion scribe, et puis on va pouvoir faire les enchères sur les tuiles. Alors, parlons un petit peu des capacités spéciales, car effectivement, il existe aussi 2 cartes bonus pouvant être jouées lors de cette phase. Elles sont en rouge. La première est jouable lorsque je me place à un endroit. Imaginons, j'ai vraiment envie d'avoir Memphis, je me place sur 10, imaginons, et puis je décide de jouer cette carte-là à côté. Alors celle-ci indique tout simplement que personne n'a le droit de surenchérir sur la case qui est juste devant mon personnage. Donc je la joue sur la tuile, et puis pendant toute cette phase d'enchère, personne ne peut venir se placer sur le 15. On pourra se placer sur le 21, et à ce moment-là, si c'est le cas, eh bien je devrais changer. Cette carte, je la replacerai face visible devant moi avec les autres que j'ai joués, parce qu'elle ne bénéficiera pas pour le prochain joueur qui s'est placé. Mais voilà, ça permet comme ceci, en fait, de faire un petit peu peur aux autres joueurs, et de leur dire, ah bah tu la veux cette carte, ça va te coûter 21 au lieu de 15 si tu veux vraiment me doubler. Donc ça fait un petit peu peur, et c'est sympa pour se bloquer une case. Deuxième possibilité, jouer celle-ci. Alors celle-ci permet, vous le comprenez par le petit dessin, de surenchérir sur la même carte. Donc nous avons vu qu'en fait, si un joueur se fait doubler, normalement, lorsqu'on revient son tour, il doit changer de tuile, il ne peut pas rester sur la même case. Et bien, s'il a cette carte en main, il a le droit de la jouer immédiatement et de dire « Ah ben, en fait, moi, je reste ici. » Et du coup, c'est à toi de changer de tuile et de partir ailleurs. Bien sûr, cette carte, toujours pareil, il la pose face visible devant lui avec les autres qui l'a jouée. Évidemment, une fois les enchères terminées, chacun paye à la banque ce qu'il doit. Attention, et on reçoit les bonus des nouvelles cartes qui viennent d'être... des nouveaux territoires qui viennent d'être acquis. Donc là, par exemple, le joueur rouge recevrait immédiatement 2 pierres à placer sur cet endroit-là. Alors attention, ce bonus, il ne peut pas le mettre sur un autre endroit. C'est forcément sur la case correspondante. Mais on ne reçoit ces bonus que pour les cartes, que pour les territoires qui viennent d'être acquis. On ne reçoit pas ceux des anciens territoires, puisqu'on a déjà reçu ce bonus qui n'arrive que lorsqu'on achète le territoire. Alors, par contre, lors de la phase de construction, attention, pour l'achat des cartes, déjà, on ne regardera que le territoire où il y a le plus de cartes de représentées. Donc, par exemple, pour le joueur rouge, c'est ici où il y a 3 cartes de représentées. Il peut donc au maximum acquérir 3 nouvelles cartes. Et on ne fait pas le total de toutes les provinces que l'on a. On regarde le meilleur. Deuxièmement, il va pouvoir acheter des paysans, et il pourra très bien replacer des paysans aussi sur un territoire qu'il avait déjà. Donc imaginons qu'il n'en ait pas construit ici, et bien là je peux décider d'acheter 4 paysans, évidemment ça me coûte toujours 10, et donc je peux en placer un ici, et puis 3 autres en face. Pour les pyramides, c'est évidemment la même chose. Je peux continuer à construire des pyramides ici ou des blocs de pierre, et puis pareil, je peux en rajouter aussi à cet endroit-là, mais je paye évidemment la totalité de ce que j'achète dans le tour. Lors de la nouvelle phase d'offrande à Amun-Re, on enlèvera évidemment la tuile précédente, mais elle rejoindra les autres, elle pourra à nouveau être sélectionnée, chacun fait son enchère, hop, on fait le total, on choisit la tuile qu'on place ici, si jamais il y en a qui font plus 3 ou moins 3, ils le décident dans l'ordre du tour. Celui qui a payé la plus grosse enchère reçoit 3 bonus parmi pierre, paysan, ou carte, et puis 2 pour le deuxième, 1 pour le troisième,
Et puis ensuite, celui qui a payé la plus grosse enchère devient le nouveau premier joueur. Enfin, pour la phase de récolte et revenus, eh bien, tous nos paysans de toutes les cases qu'on a déjà acquises vont rapporter. Donc là, pour le joueur rouge, sur ce deuxième tour, ça lui fera 6 paysans au total, qu'on multipliera par le chiffre indiqué sur la tuile offrande qu'on a sélectionnée. Alors, une fois cette phase de revenus effectuée, eh bien, on est reparti pour un nouveau tour. Et c'est reparti en tirant des cartes sur le dessus du paquet en fonction du nombre de joueurs. On tire le même nombre de joueurs et on les place à nouveau dans de nouvelles provinces. Alors, une fois que les récoltes et les revenus du troisième tour sont effectués, il est d'ailleurs à noter que pour une des provinces, il y a déjà des petits paysans qui sont dessinés sur cette province de Baharia, et donc le joueur va bénéficier comme s'il avait placé déjà des paysans à cet endroit-là. Eh bien, une fois que ces ressources ont été obtenues par les joueurs, on va pouvoir passer au décompte. Effectivement, pour le moment, nous n'avons pas encore fait progresser notre marqueur sur le pourtour du plateau de jeu. Et vous vous demandez comment est-ce qu'on gagne la partie du coup. Eh bien, c'est à ce moment-là du jeu que l'on va procéder au décompte des points de victoire. Alors, premièrement, nous allons comptabiliser les temples dessinés sur le plateau de jeu. Effectivement, certaines provinces comme celle-ci présentent des temples, et donc c'est intéressant de tenter de récupérer ces territoires au fur et à mesure des enchères, car ils vont rapporter des points de victoire en fin de période par rapport à la tuile qui a été sélectionnée lors de ces dernières enchères. Donc lors des dernières enchères, le temple ici va indiquer combien chacun des paysans rapporte de points, normalement lors de la phase de revenus, mais en plus de ça, ce chiffre va aussi indiquer combien de points de victoire va nous rapporter chaque symbole de temple sur les territoires que l'on possède. Dans cet exemple, le joueur vert aurait 2 temples de valeur 3, ce qui lui rapporte immédiatement 6 points de victoire, et enfin le joueur rouge a un seul temple qui lui rapporte 3. Les autres provinces n'ayant pas de temple de dessiné dessus, eh bien les 2 joueurs blancs et noirs ne rapportent pas de points à ce moment-là. Ensuite, nous allons comptabiliser les pyramides. Voilà pourquoi il est intéressant de construire des pyramides, car chaque pyramide va rapporter tout simplement un point de victoire. Alors bien sûr, les pyramides doubles comptent pour 2 pyramides, donc là, ça rapportera 2 points par exemple pour ce joueur. Ensuite, il y a un bonus. On va regarder chacun quel est le territoire sur lequel on a construit le moins de pyramides. Et donc là, par exemple, pour le vert, il a 2 pyramides sur celui-ci, une pyramide là et une pyramide ici. On va regarder donc la province où il y a le moins de pyramides. Donc c'est celles-ci qui sont à égalité avec une seule pyramide. Eh bien, il va gagner immédiatement ce joueur-là, et tous les autres aussi, 3 points par pyramide sur le territoire où on en a construit le moins. Donc là, il marque 3 points. En revanche, le rouge qui a construit 2 pyramides, 2 pyramides, 2 pyramides, eh bien sa province qui en a le moins a bien 2 pyramides, donc 2 fois 3, 6, il marque 6. Vous comprenez donc que ce bonus va encourager les joueurs à essayer de répartir équitablement leurs pyramides sur les territoires qu'ils possèdent. Car effectivement, si je construis toutes mes pyramides sur le même endroit, eh bien on regardera le territoire où j'en ai construit le moins, et c'est celui-ci qui me rapportera des points pour chacune des pyramides. 3 points pour chacune des pyramides, là où il y en a le moins. Donc on a tout intérêt, si on veut gagner ce bonus, à essayer de construire, par exemple, 2-2-2 comme lui, ou 3-3-3, ou 4-4-4 sur chacun de ces terrains. Mais attention, ensuite il va aussi y avoir un bonus de 5 points pour le joueur qui aura construit le plus de pyramides sur chacun des 2 bords d'une île. Là, par exemple, on regarde ce bord d'une île-là, et on compte les pyramides pour chaque joueur. Le joueur noir a donc 2 pyramides au total, le joueur rouge a 2 pyramides aussi, le joueur vert 2, et le joueur blanc 2 aussi. Comme il y a eu des égalités, on regarde le nombre de pierres éventuellement qu'il y a en plus. Le joueur rouge, il a une pierre en plus avec ses 2 pyramides, c'est donc lui qui est considéré comme ayant construit le plus de pyramides sur ce côté du jeu. Il marque donc 5 points. On fait la même chose pour l'autre côté, et il y a aussi un autre joueur qui va marquer 5 points supplémentaires. Attention, s'il y a une égalité à ce moment-là entre les joueurs, donc là par exemple s'il y avait 3 joueurs qui avaient chacun 2 pyramides et qu'on ne puisse pas les départager avec les pierres, eh bien tous marquent ce bonus de 5 points.
Enfin, il y a éventuellement des points supplémentaires pour des cartes spéciales objectifs. Nous avons vu pendant le jeu qu'on peut jouer des cartes bonus qui nous donnent des petits bonus sur les différentes phases du jeu. Il y en a d'autres qui sont marquées comme ceci en jaune et qui sont de 5 types différents. Et ces cartes-là peuvent rapporter 3 points à ce moment-là du décompte si les joueurs sont parvenus à réaliser certains objectifs qui dépendent de ces cartes. Alors premièrement, il y a celle-ci. Celle-ci permettra au joueur qui la possède en main de gagner 3 points de victoire supplémentaires s'il a réussi à acquérir que des territoires qui sont à côté du Nil ou qui ne sont pas à côté du Nil. Donc là, par exemple, pour le joueur rouge, si c'est lui qui a cette carte en main à ce moment-là, il a bien ces 3 territoires qui sont adjacents au Nil, eh bien il aurait le droit de jouer cette carte-là à ce moment-là de sa main pour gagner 3 points. De la même façon, le joueur vert pourrait aussi la jouer, car lui, il a 2 territoires ici et un territoire là, qui ne sont pas à proximité du Nil, et donc il peut aussi gagner 3 points en jouant cette carte. Tous les autres, s'ils ont à la fois des à côté et à la fois des éloignés, eh bien ça ne marche pas, ils ne peuvent pas jouer cette carte. Celle-ci va fonctionner de la même manière, mais si on a acquis que les territoires qui se trouvent sur la rive est ou sur la rive ouest. Effectivement, il faudra donc avoir tous ces territoires du même côté du jeu pour avoir le droit de jouer cette carte et marquer 3 points supplémentaires. Celle-ci permet aussi de marquer 3 points si vous avez tous vos territoires en Haute ou en Basse Égypte. Alors, c'est symbolisé par ces petits marqueurs sur le plateau de jeu. Il faut avoir tous ces territoires en Haute ou tous ces territoires en Basse Égypte pour éventuellement jouer cette carte et marquer 3 points. Celle-ci permet de marquer aussi 3 points si on a réussi à avoir au moins 9 paysans sur nos provinces. Donc là, par exemple, pour le joueur rouge, 4 plus 2 plus 3, il a bien 9 qu'il a réussi au total de toutes ces provinces. Et donc, il marque ce bonus. Attention, ceux qui sont déjà imprimés sur le plateau comptent aussi pour les joueurs s'ils ont cette carte en main. Enfin, celle-ci permet de marquer aussi 3 points si vous avez réussi à poser au moins 7 cartes bonus devant vous pendant le royaume. C'est-à-dire que pendant les 3 manches, vous avez accumulé les cartes bonus en les jouant, qu'elles soient de n'importe quelle couleur, on les pose face visible devant soi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut mieux les mettre face visible devant soi, car à ce moment-là du jeu, lors du décompte, vous pouvez jouer cette carte pour marquer 3 points si vous avez réussi à en jouer 7. Alors attention, toutes ces cartes, à la fois les cartes bonus et les cartes objectifs, sont des cartes que vous allez trouver dans les cartes faveurs qui se trouvent ici, celles que vous pouvez acquérir en début de phase d'achat lors de chacun des tours. Et donc vous allez petit à petit les cumuler, et quand vous les cumulez les cartes objectifs, eh bien évidemment il va falloir donc sur les achats suivants tenter de réaliser ces objectifs en achetant les bonnes provinces ou en jouant le bon nombre de cartes, etc. En revanche, comme vous ne pourrez peut-être pas toutes les faire, vous avez à n'importe quel moment du jeu pendant la partie la possibilité de défausser ces cartes sur une petite pile de défausse, mais à ce moment-là, vous ne les posez pas devant vous. Attention, ils ne feront pas partie des cartes que vous aurez jouées, pour, à la place, recevoir un or de la banque. Donc chacune de ces cartes, que ce soit les cartes objectifs ou bonus, sont échangeables contre un or. Attention cependant, la carte -3 que chaque joueur a en main depuis le début de la partie n'est pas une carte spéciale bonus. Vous ne pouvez donc pas la défausser pour recevoir un de la banque, mais par contre vous pouvez la jouer sur les enchères pour prendre 3 pièces du trésor. Nous sommes donc à la fin du premier royaume, et malheureusement, eh bien, l'Égypte va un peu retomber dans le chaos, des hordes de barbares vont arriver et vont piller entièrement l'Égypte. Pour symboliser ceci, eh bien, chaque joueur va tout simplement récupérer à ce moment-là ses scribes, les replacer devant lui, et on va aussi faire disparaître tous les paysans du jeu qui vont repartir dans la réserve de paysans. On fait ceci sur tout le plateau de jeu en ne laissant en place que les pyramides et les pierres qui ne bougeront pas. Alors une fois ce décompte intermédiaire effectué, eh bien on va reprendre toutes les cartes de territoire, les remélanger correctement, et après les avoir mélangées, eh bien on va reconstituer le tas de pioches de ces territoires, et on va à nouveau en mettre en jeu
par rapport au nombre de joueurs. Donc là, par exemple, Buto, Karagia qui se trouve ici, hop, Thèbes, et enfin Amarna, parce qu'on joue à 4, et donc on met 4 territoires aux achats. Les enchères vont donc être un peu plus tendues que lors de la première manche, car effectivement, cette fois-ci, vous allez tenter de récupérer des territoires où il y a déjà des pyramides construites, peut-être par un autre joueur au tour précédent. Et donc, voilà, il faut naviguer sur les achats, entre l'achat des endroits où il y a beaucoup de pyramides qui vous rapporteront à nouveau des points de victoire à la fin du deuxième royaume, et puis aussi d'essayer de faire les objectifs spéciaux que vous avez certainement piochés aussi lors de la première phase et que vous avez gardés en main, et donc vous allez peut-être pouvoir les réaliser plus facilement à partir de ce deuxième royaume, car ça vous donne une indication pour tenter de les réaliser. Bien sûr, il faut que le tirage se fasse aussi correctement pour pouvoir en profiter. On poursuit donc ainsi en réalisant les 3 tours de jeu de ce second royaume, et à la fin, nous allons comptabiliser les points de la même façon qu'à la fin du premier royaume, des points pour les temples, des points pour les pyramides, des points pour la province où nous avons le moins de pyramides, 3 points en plus, 5 points de victoire si vous avez le plus de pyramides sur un côté et sur l'autre du plateau de jeu, et 3 points de victoire par carte faveur que vous arrivez à jouer. Mais attention, il y aura aussi en fin de partie une dernière petite modification par rapport à l'or qui vous restera en main. Le joueur qui aura à ce moment-là le plus d'or en main gagnera 6 points de victoire supplémentaires, 4 points pour le deuxième et 2 points pour le troisième. En cas d'égalité, les joueurs gagnent le même nombre de points chacun, et par contre le rang suivant est annulé. Donc si par exemple il y en a 2 qui sont en tête, eh bien chacun marquera 6 points de victoire supplémentaires, et puis le deuxième marquera 2 points. Il n'y aura pas de deuxième place du coup. Ce sera évidemment à ce moment-là le joueur le plus avancé sur le pourtour du plateau de jeu qui remportera la partie. Voilà donc pour Amun-Re, un excellent jeu avec un matériel déjà magnifique, hein, c'est superbe, ces petites pyramides bien lourdes, ça donne envie de jouer, on a vraiment l'impression de participer à l'histoire en construisant des pyramides sur le bord du Nil. Très bien thématisé, en même temps avec des mécaniques super originales, avec à la fois des enchères, méfiez-vous sur les enchères, hein, avec les cartes spéciales, des fois il y a pas mal de surprises. Il faut bien anticiper, car effectivement l'argent que vous avez va tout déterminer, il faut bien penser que l'argent va vous servir à acquérir les différentes provinces, mais il ne faut peut-être pas trop monter sur les enchères, car vous allez avoir besoin d'argent supplémentaire pour acquérir des cartes spéciales, les cartes spéciales permettant d'avoir des bonus super intéressants, et puis surtout d'avoir des cartes objectives vous permettant de marquer des points de victoire supplémentaires, mais encore faut-il réussir à les réaliser. Il faudra aussi acheter des paysans, car les paysans sont assez essentiels sur les revenus, car si vous avez quasiment pas de paysans, et que vous achetez que des provinces quasiment vides au niveau des paysans, malheureusement vous n'aurez pas beaucoup d'argent à dépenser sur le tour suivant. Attention aussi sur la construction de pyramides, méfiez-vous des égalités et puis rappelez-vous les bonus qui est donné lorsqu'on réalise, enfin lorsqu'on fait les offrandes à Amun-Re. Rappelez-vous que le joueur qui aura donné le plus d'argent lors de l'offrande gagne quand même 3 de bonus. Avec ces 3 bonus, il peut acquérir bien sûr des paysans et des cartes, mais il peut aussi acquérir des pierres et donc construire par surprise des pyramides qui lui permettront de gagner des égalités par rapport aux différentes majorités des comptages. Donc c'est très important aussi de ne pas être trop chiche sur les offrandes que l'on fait à Amun-Re. Et rappelez-vous que les revenus ne se faisant qu'à la fin d'un tour, eh bien il aura fallu faire les enchères, avoir construit et faire l'offrande à Amun-Re avec le capital que vous avez au début du tour. Donc il faut bien se méfier de tout ça. Alors on peut vraiment bien anticiper sur le jeu, c'est ça qui est vraiment très très sympathique, et donc c'est pour ça que c'est un de mes jeux, je l'avoue, préférés. J'adore ce jeu. Alors les parties sont quand même relativement longues, hein, comptez, ça dépend du nombre de joueurs bien sûr, mais si vous jouez à 4 ou à 5, comptez minimum 2 heures, surtout sur une première partie, le temps de bien comprendre le jeu. Mais vraiment, il y a plein de petites subtilités très intéressantes avec quelques surprises grâce aux cartes spéciales et en même temps des petits objectifs à tenter de réaliser qui ne sont pas toujours très simples à faire. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.